L'écologie politique, donc c'est le rapport à l'autre. Moi, je me rappelle de quelqu'un d'extrême droite qui était président d'une asso dans le Nord et puis qui devient tout d'un coup, elle va candidate au régional sur la liste de l'extrême droite. Et je me rappelle qu'on a une conversation téléphonique, puis elle me dit non, mais moi je pense que l'écologie, ça devrait pas être un parti, ça devrait pas être de gauche. Puis elle me dit de toute façon, toi tu vas aider les migrants à Calais. Moi je comprends pas qu'on fasse ça, je suis pas d'accord, c'est pas de l'écologie. Alors je lui dis donc toi en fait tu veux aider les bébés Yorkshire, les bébés dauphins, les ours polaires. Par contre les humains non, ça tu aides pas. En fait, ça n'a pas de sens. L'écologie, c'est le rapport au sein d'un écosystème, c'est l'entraide, c'est le rapport à l'autre. Du coup, justice sociale, justice environnementale, c'est indissociable. Déjà parce qu'on aide tout le monde et on ne va pas aider les animaux et les baleines et pas les êtres humains, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'on est arrivé dans un monde où, vous voyez, on va dans le mur, l'habitabilité de la planète est remise en question. Et désolé de vous l'apprendre, mais c'est quand même les plus riches qui polluent le plus. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact à mes côtés et j'en suis ravi. La patronne, la secrétaire nationale des écologistes, ancienne Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. L'autre Marine, comme vous aimez le dire, puisque vous chassez un peu beaucoup sur les mêmes terres que l'autre Marine, Le Pen, celle-là. Disons qu'elle s'est parachutée chez moi, plus exactement. Parce qu'elle habite à Saint-Cloud, tout le monde le sait. Ouais, mais... C'est pas exactement dans le même endroit. Alors, vous êtes l'autre Marine. C'est elle, l'autre. Du coup, pour elle, vous êtes l'autre, mais vous êtes chez vous, sur ces terres. D'abord, bonjour et bienvenue à bord. Merci à vous de l'invitation. En tout cas, je suis ravie de passer cette heure avec vous. C'est un véritable plaisir. J'avais beaucoup de curiosité, mais commençons justement par cette lutte, parce que vous l'avez souvent souligné, vous êtes en opposition au Rassemblement national depuis 2014 chez vous, puisque c'est vos terres et c'est l'autre Marine qui est venue y chasser. Qu'est-ce que ça signifie être en opposition pour vous? Alors déjà, moi je suis militante depuis 2009 et j'ai toujours été militante à Hénin-Beaumont, donc c'est vrai qu'on a construit ce combat de longue date avant même que la ville bascule et je suis élue dans l'opposition depuis 2014, parce qu'il y a eu des municipales où je me suis présentée, donc c'est là où le maire d'extrême droite a été élu à la tête de la ville, voilà, pour préciser sur les dates. Un basculement notable. Notable. Et donc, cette idée que vous êtes en opposition depuis. Mais en même temps, je me dis, quand on fait de la politique, on ne peut pas se définir par l'opposition. Il faut aussi inspirer par ce qu'on est. Ça, c'est sûr, mais disons que ça a été une belle école de formation, on va le dire comme ça. Moi, je n'étais pas forcément quelqu'un de courageux ou de fort ou même d'extraverti avant de devenir élu d'opposition. Et c'est vrai qu'il y avait un côté potentiellement tétanisant dans l'exercice. Au premier conseil municipal, on se retourne là, tout le monde hurle dans le public, il y a Marine Le Pen qui prend des photos, c'est leur fête. On a l'impression d'être à une fête de famille, mais on n'était pas vraiment invités, quoi. Et donc, je me rappelle d'avoir hésité longtemps. Est-ce que j'interviens? Est-ce que j'interviens pas? Est-ce que je vais y arriver? Et puis m'être dit, cocotte, si tu restes au bord de la piscine, tu n'oseras jamais plonger. C'est-à-dire que ce stress qu'on peut ressentir la première fois, la deuxième, la troisième, plus tu attends des conseils municipaux pour intervenir, moins en fait tu le feras, plus ce sera compliqué. Et donc je me suis jetée à l'eau directement. Et c'est vrai qu'on n'est jamais déçus avec eux. Donc ça a été à chaque fois des réponses très agressives, des cris. Alors je me rappelle, je criais, ils recriaient. Du coup, je parlais plus fort pour qu'on m'entende. Ils coupaient le micro, je parlais encore plus fort. Ils disaient que j'étais hystérique. Et donc c'est vrai que voilà, il y a eu cette escalade et puis je me disais, j'ai l'impression de faire un combat debout avec un cochon et donc je peux gagner des fois des batailles, mais la réalité et la différence surtout, c'est que le cochon, lui, il aime ça. Et donc, en fait, moi, je suis surtout me salir. Alors que lui s'épanouit dans la boue, moi, je me salis. Et en fait, je suis sur un terrain de jeu qui, en réalité, est le leur. Et donc, je me rappelle avoir cherché un peu au fur et à mesure comment on faisait et m'être mise tout d'un coup à faire... à un moment, j'avais fait une blague, mais vraiment assez instinctivement, sans l'avoir prévu. Je me rappelle, toute la salle avait rigolé. Lui, il se retournait en les regardant un peu pour les menacer en mode « Pourquoi vous rigolez à ces blagues ?» alors que c'était ses supporters. Et je me suis dit, ouais, en fait, l'humour, c'est peut-être plus mon terrain de jeu, ça me ressemble, c'est épanouissant. Et surtout, ça les déstabilise beaucoup plus parce qu'à ça, ils n'ont pas l'habitude. Donc, vous voyez, c'est un endroit, c'est pas, ça me constitue pas comme maître entièrement, mais ouais, ça m'a forgée comme militante et ça m'a endurcie, ça c'est clair. Ça m'a appris l'adversité.
On me dit souvent que j'ai été forgée dans l'adversité. Je me suis construite dans l'adversité. Exactement. Je l'ai lu 3 fois. Ça a été très, très préparé, cette interview-là. Je vois qu'il y a un petit cahier, des notes, c'est hyper... C'est pas hyper Ça a bossé, ça a bossé, ça a J'aime bossé. bien l'idée qu'on ait une conversation, mais il y a quand même C'est quelques documenté. quelques cailloux blancs pour Donc, qu'on je suis retrouve... fact-checkée au fur et à mesure, sachez-le. Et pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien. C'est ce qu'on disait. Pour Jusque-là, l'instant, tout va bien. Jusque-là, tout va bien, voilà. Jusqu'à ce qu'on frappe le sol. Mais je vous posais la question, on peut se définir par opposition à ce qui est l'opposition, sinon même l'adversaire, quoique vous employez beaucoup le jargon militaire. Il me semble que votre livre, c'était une nouvelle du front, Oui. comme si vous étiez à la guerre. Oui, ils s'appelaient le Front National à l'époque. Oui, je comprends. Mais il y avait aussi une métaphore Il guerrière. y avait un côté première ligne, et de toute façon, on le voit aujourd'hui, un côté, on vit avec 10 ans d'avance l'angoisse qui vous attend tous. Et donc, je vous explique, je vous raconte comment ça se passe. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui disent « Ah, bah, ça a l'air pas si mal, Hénin Beaumont », parce qu'eux, ils racontent leur légende. Hein. Alors, eux, Hénin Beaumont, quand on les écoute, c'est le Disneyland du Rassemblement national, tout le monde est heureux, ils ont repeint leur mairie, on dirait, le château de la Belle au Bois dormant. Et donc, je me disais, on peut pas les laisser comme ça dérouler, comme si c'était la vitrine parfaite, idéale du Rassemblement national. Il faut raconter la vraie histoire. Mais je précise que c'est vraiment aussi chez vous, c'est votre patelin. Quand vous dites c'est leur mairie, il reste. Je ne sais pas si on appelle ça Patelin, parce que Patelin, c'est tout petit. Et Hénin Beaumont, c'est quand même 27 000 habitants. Mais oui, c'est là où je suis née, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai toujours été, c'est là où sont nés mes parents, c'est là où sont nés mes grands-parents. Enfin voilà, c'est chez moi. Vous avez senti quelque chose comme une forme d'expropriation, c'est-à-dire cette arrivée d'une force politique qui change un peu la donne? C'est pas comme si j'avais été élue et que j'avais été chassée, vous voyez, parce que moi, quand le maire précédent finit en prison là, avec ses 18 chefs d'inculpation, parce qu'on a eu une affaire de corruption d'un maire de gauche avant, moi j'étais au lycée, donc c'est pas comme si j'avais été aux manettes et puis tout d'un coup il m'avait chassé du pouvoir. Après, ouais, on a vécu une forme de... Mais comme citoyen? Moi, je me rappelle de la campagne en 2012, donc c'est avant la victoire en 2014. Il y a une campagne législative où il y a Mélenchon qui vient se présenter contre Marine Le Pen et Hénin Beaumont. Moi, j'étais candidate, il y avait Marine Le Pen, il y avait les socialistes, enfin bref. Et c'est après la présidentielle, et c'est à couteau tiré. Je me rappelle qu'il y a 7 équipes de colleurs à temps plein pour Jean-Luc Mélenchon, 7 équipes de colleurs à temps plein pour Marine Le Pen, et vas-y que je te recouvre, je te recouvre. Et ça collait partout, sous les ponts, il y avait 40 affiches, dès qu'il y avait une maison abandonnée, on collait dessus, enfin partout. Et je me rappelle, on arrivait à la gare. Moi, je devais être étudiante à ce moment-là, donc je faisais des allers-retours avec Lille. Et j'arrivais à la gare en rentrant de cours. J'avais son affiche en 4x3, là, de Marine Le Pen. Et je disais, mais on se prend sa tête partout comme ça. Enfin, c'est violent, en fait. On a l'impression d'être... J'avais dit, on avait un débat France 3, vous savez, les candidats. Et j'avais dit, j'ai l'impression de vivre dans une ville sous occupation. Et blague qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, d'ailleurs, je pense. Tout est devenu tellement... à l'époque, j'avais dit ça. Moi, ouais. J'avais 25 ans. Je dis, franchement, on a l'impression d'être dans une ville sous occupation. Il y a votre tête partout. Enfin, ça va, quoi. C'est agressif. Et je dis, en plus, vous dites que vous êtes contre les éoliennes parce que ça pollue le paysage, que c'est la pollution visuelle. Excusez-moi, à Hénin Beaumont, la pollution visuelle, c'est vous. Et elle, dans l'émission France 3, dans le débat, elle fait... Vous étiez assez frontale, quand même. Ouais, déjà. Je crois que c'est... En fait, c'est des situations où soit t'y vas pas. Mais si t'y vas, quoi. Et je me rappelle, elle disait, non, mais moi, je ne colle que sur les panneaux d'affichage libre, sur les panneaux d'affichage officiels électoraux. C'est pas vrai ce qu'elle dit. Et je me rappelle que Quotidien, qui à l'époque s'appelait Le Petit Journal, avait envoyé une équipe où donc on voyait Marine Le Pen qui disait non, moi je ne colle que sur les panneaux, puis on voyait les images partout avec et voilà, ça ils ont arrêté d'ailleurs de le faire, ils ont plus besoin. C'est le principe de la guerre électorale, c'est pas toujours très élégant, c'est une façon de s'initier aussi au sport extrême. Mais vous disiez tout à l'heure Alors quand je pense que moi une fois j'ai collé sur mon grand-père avait collé une affiche en face de chez lui sur un transformateur électrique, un transformateur. Une affiche et il m'avait fait un courrier, vous allez salir, dégrader la pollution visuelle, alors que je dis mais c'est une plaisanterie, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que vous êtes sage. C'est la honte, vous êtes écologiste, vous ne devriez pas faire ça, c'est de la pollution visuelle, en plus c'est du papier. Et donc j'avais dit ouais d'accord, ok. Ils vous ont servi. Personne ne l'a refait depuis. Parce que vous êtes sage, je vous posais la question, ou parce que vous aimez respecter les règles? Franchement, cette règle-là n'était pas très, très grave. C'était pas la première et pas la dernière affiche. Moi, je l'avais fait une fois et c'était même pas moi directement. Mais je sais pas, enfin, ça dépend quelle règle, en fait. Alors, la question de la personnalité dans les circonstances, parce que vous l'avez souligné vous-même, j'avais pas naturellement une personnalité qui aurait été tentée par ce genre d'aventure, oui, plutôt timide. Ni une prédisposition à faire de la politique, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous décidez d'embrasser cette vie et presque ce destin? En fait, j'ai l'impression que ça m'a un peu suivi. Enfin, moi, j'étais à Sciences Po Lille comme étudiante. Et vous croisez José Bové.
Non, mais alors d'abord, j'étais quand j'étais à Sciences Po, il y avait Gérald Darmanin, qui était un peu plus dans les classes plus élevées. Et je me rappelle qu'il faisait partie des gens, il y en avait d'autres, hein, et de gauche, qui étaient toute la journée en costard, comme s'il était déjà à l'Assemblée nationale. Et moi, je me rappelle, j'arrive donc, de Hénin-Beaumont à Lille, déjà choc climatique. Et donc, j'arrive dans cette ville, dans cette école, où je suis très fière d'avoir été acceptée. Mais bon, je me dis, mais les autres, ils sont pas tout à fait comme moi. Moi, je comprends rien, je sais même pas... La gauche, la droite, les trucs, c'était pas du tout mon truc. Moi, j'aimais bien toutes les matières, donc je voulais continuer à étudier toutes les matières, voilà. Et je vois ces gens en mini-politique qui ont déjà l'air d'être déjà à l'Assemblée nationale, et je dis, mais alors dis donc, pour se croire comme ça à 18 ou 20 ou 22 ans déjà politicien, ça me paraissait hyper bizarre. Et je me dis, mais alors moi, je suis pas du tout comme eux. Et j'ai fini par adhérer chez les Verts en 2009, donc vraiment à la fin de mes études, parce que, oui, il y avait cette campagne européenne et puis notre amphithéâtre s'était effondré parce qu'il y avait trop de monde dans une AG étudiante. L'amphi s'était effondré et donc on pouvait plus faire cours dedans. On devait aller à l'autre bout de la rue, à la fac de droit, à l'université de droit. Et l'université de droit, bon, vous voyez, il y a une sociologie, il y avait des petites filles un peu BCBG qui sortent avec leur petit sac à main de la bibliothèque et qui disent, qui voient des militants verts traités en faisant un tour de 50 mètres, un détour pour pas les croiser, pas que le mec avec son kawé et avec les cheveux pas bien lavés lui donne le tract, quoi. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces nanas, elles m'énervent déjà. Donc moi je vais chercher le tract par principe pour dire, c'est très courageux ce que tu fais, qu'est-ce que c'est, ça m'intéresse. Et je vois que José Bové, dont j'avais été fan du démontage de McDo et pour qui j'avais voté à ma première élection présidentielle en 2007, vient à Lille pour un meeting des Verts pour les européennes. Et donc je dis, allez, c'est parti, on s'inscrit. Et c'est vrai que moi je fonctionne beaucoup par, je sais pas, je sens un peu vous savez, les ondes, les vibrations des salles, l'ambiance, quoi, l'énergie. Et dans cette salle, je suis au diapason de l'énergie et je lis, c'est la grande mode des t-shirts à messages chez les Verts. Et je crois que chez les militants, globalement. Vous avez maintenant la veste à message. Ouais, mais là, c'était écrit dessus, avec des mots. Donc, c'était écrit Stop les OGM et Solidarité des Palestiniens et le nucléaire. Et je lisais tous les t-shirts des gens. J'étais au fond de la salle et je disais, c'est bien leurs t-shirts, je suis d'accord avec tous leurs t-shirts. Puis ils applaudissent quand j'ai envie d'applaudir. Je me sentais, il y avait à la fois une ambiance stade de foot, que moi j'aimais beaucoup, comme si j'étais à Bollard à Lens, quoi. Il y avait cette ambiance stade de foot, il y avait des messages qui m'allaient bien, bonne énergie. Je me suis dit, moi c'est là que j'ai envie d'être. Et j'adhère chez les Verts ce soir-là, sauf qu'en fait mon maire se retrouve en prison pas longtemps après, et il y a une municipale partielle. Et donc les Verts viennent chôner chez moi un dimanche soir. Et ma mère dit, mais il y a des gens hyper bien habillés, je sais pas ce que c'est un dimanche soir, c'est hyper bizarre à Hénin qu'il y ait des mecs comme ça. Super bien habillés qui viennent sonner chez vous, il n'y avait pas de sens. En fait, c'était la soirée électorale à la mairie, donc ils étaient allés un peu en habit du dimanche voir les résultats, quoi. Et quand ils ont vu les résultats des européennes, on faisait 10% à Hénin, ils ont dit, allez, on tente une liste au municipal. Et ils venaient sonner chez moi pour dire, en fait, on est 4 et avec toi, on est 5. Et donc, c'est parti. C'est comme ça que c'est parti, très exactement. Mais c'est tout à la fois une ambition politique incarnée dans des messages que vous avez lus sur les t-shirts, mais aussi une envie d'appartenir à quelque chose, quoi, parce que... Pas forcément. Non, mais à une ambiance, à un groupe, à quelque chose de sympa. Non, mais je m'étais dit, tiens, ils ont l'air sympas, je vais aller les aider. Voilà. Je file un coup de main, quoi. Mais je me cherchais pas forcément ni une appartenance politique, ni une famille. Non. Non, j'étais en train de passer les concours des directrices d'hôpital. Franchement, j'étais dans autre chose. Je passais les concours le lendemain du deuxième tour de l'élection. Vous voyez, c'était quand même... c'était pas entièrement prévu, cette affaire d'élection municipale. Marine Tondelier, tout à l'heure, vous avez dit... Quand je suis débarqué à Sciences Po, je comprenais pas tout à fait ce qui se passait. C'était un langage même qui m'échappait. Or, apparemment, on ne vous comprenait pas non plus. Vous avez déjà parlé de ce mépris territorial et de l'avoir senti parfaitement parce que vous aviez, dites-vous à l'époque, un accent à couper au couteau. On m'expliquait que je ne parlais pas vraiment le français, ce qui était d'ailleurs un peu vrai, ajouterez-vous. Alors ça, c'était pas à Sciences Po, c'était juste avant, en classe préparatoire. Je fais une classe prépa littéraire et sciences sociales, ça s'appelait prépa BL, Hippocagne et Cagne. Et c'est vrai que... Alors en plus, je me rappelais, ça c'était plutôt quand j'étais à Sciences Po, donc au bout de 3 ans à Lille, où le vendredi, je commençais à plus trop avoir l'accent et je rentrais chez moi le week-end et j'écrasais avec ma sœur, on parlait
en écrasant vachement et tout. Et je revenais le lundi, j'avais l'accent comme si j'avais jamais quitté l'Inde Beaumont. Et ça me faisait ça toutes les semaines. Donc voilà. Mais le Canadien qui vous parle comprend de quoi vous parlez, puisqu'évidemment, la première chose qu'on me dira quand je bosse ici, vous avez un petit accent, effectivement, je confirme. Vous êtes belge, vous seriez pas un peu québécois? Ou pas un peu québécois. mais cette idée, parce que le mépris territorial, c'est l'expression que vous avez déjà employée. Mais québécois, c'est classe. Je ne sais pas si c'est classe, mais moi, de toute façon, je ne me sens ni méprisé par mon territoire ou par autre chose, mais c'était votre expression pour décrire ce que vous ressentez, c'est-à-dire c'est sûr que qu'à Lille, le bassin minier, minier, ça fait, vu de Lille, le bassin minier, ça fait pas classe. Ça, c'est sûr. Surtout en 2009. Mais vous intégrez même cette observation qui est faite sur votre langue, parce que vous dites, on me fait remarquer que je ne parle pas tout à fait le français. Quand vous lisez un texte en cours de français, de littérature, en cagne, enfin en hippocagne et cagne, voilà, vous lisez le texte et le prof dit, je suis désolé, c'est pas français, est-ce que vous ne lisez pas en français? Je disais rose, c'est pas français. Bon, vous dites, ok, très bien, parfait. Mais j'en avais conscience, voilà, c'était la vie. Hein. Ça vous a foutu des complexes ou jamais? Je sais pas vraiment. Non, parce qu'en plus, moi, j'ai toujours... je sais pas, des fois, je plains plutôt les autres, en fait. C'est-à-dire? Je sais pas, par exemple, quand je suis arrivée à Paris, où je chantais, les gens disaient « Ah, mais t'habites vraiment là-bas? Oh là là !» Je sais pas, moi, je préfère vraiment habiter là-bas. Et je les plaignais, eux, en disant « Mais moi, je pourrais pas vivre dans cette ville. Là, je suis là en stage ou je suis là temporairement. Mais alors, franchement... Moi, je suis très contente de retourner chez moi où il y a de l'herbe, des terris. Quand je vois le terri, je sais que c'est chez moi. Le ciel bleu, c'est pas pareil chez nous. Et puis, on connaît, quand on a grandi dans une ville qu'on n'a jamais quittée, on connaît chaque trottoir, chaque arbre, même s'il n'y en a plus beaucoup. Enfin, voilà, c'est chez nous, quoi. Et vous croisez, même rien que moi, quand j'arrive à la gare à Hénin, dans cette vie un peu tourbillonnante, quand j'arrive à la gare, j'ai un truc de « Ah c'est bon, on est arrivé ». Et donc, y compris sur le trajet entre la gare et chez moi, croiser des visages connus, parce que dans une petite ville comme ça, les gens qui se promènent en centre-ville, c'est quand même toujours un peu les mêmes. Donc voilà, dire bonjour à un commerçant à travers la vitre, croiser quelqu'un qu'on a déjà vu 50 fois dans l'année, il y a un truc sécurisant, quoi. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il a fallu un peu polir les angles pour pouvoir envisager une carrière nationale, c'est-à-dire faire en sorte... Ah non, pas forcément. Non? Alors, il vous arrive de parler comme avant, quand vous retournez... En fait, moi, je suis adaptable. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, à géométrie variable. J'essaye de pas le faire, mais je suis très adaptable. Et par exemple, à chaque fois que je vais en Belgique, j'ai l'accent belge. Ouais. Alors, je ne suis pas du tout belge. Mais je fous un pied à Bruxelles, c'est terminé, bonsoir. J'ai l'accent belge. Vous êtes devenu belge. Alors, peut-être que vous parlerez québécois avec moi d'ici la fin de l'interview. Mais c'est possible. Je suis une éponge comme ça, un peu d'ambiance. Est-il possible d'être écologiste sans être de gauche? Parce que je trouve que c'est une vraie question. Alors, il y a des gens qui disent « je suis de droite et moi je suis pour l'environnement et j'ai le droit ». Bon, très bien. Je préfère qu'il soit ça que de droite et contre l'environnement, parce que c'est plutôt ça qui est fréquent. Mais vous pensez qu'il y a vraiment des gens qui sont contre l'environnement? Excusez-moi, mais moi je regarde les partis politiques de droite. Laurent Wauquiez, il menace directement les agents de l'Office français de la biodiversité dans une vidéo. Donc c'est le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui les menace directement. Le président du Sénat de droite, Gérard Larcher, lui, il donne des fake news sur l'ADEME, l'agence qui s'occupe de beaucoup de politique environnementale, avec des faux chiffres à l'appui en disant c'est je sais plus combien de milliards de l'ADEME qui pourraient faire des économies alors que c'est pas du tout le budget qu'ils ont. Enfin, c'est n'importe quoi. Sur le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui détricote en disant mais à cause du ZAN on peut pas construire de logements, alors que c'est les mêmes qui détricotent le ZAN et qui veulent pas de logements sociaux dans leur ville en plus, donc ça va. Donc franchement voilà, nous l'écologie politique c'est quand même un projet, parce qu'à la base l'écologie c'est une science. Mais la réponse courte c'est donc qu'on peut être dans l'espace politique contre l'environnement, c'est ce que vous dites, c'est tout à fait possible. Moi je ne vois que ça autour de moi, hein. Alors, soit contre officiellement, soit contre, parce que quand on fait rien, on n'est pas pour. Et dans l'écologie, il n'y a pas de zone neutre. C'est soit on est pour, soit on n'aide pas. Bon, il y en a beaucoup qui n'aident pas. Mais l'écologie politique, donc c'est le rapport à l'autre. Et donc, moi, je me rappelle de quelqu'un qui est même d'extrême droite, qui était président d'une asso dans le Nord, et puis qui devient, tout d'un coup, elle va candidate au régional sur la liste de l'extrême droite. Et je me rappelle qu'on a une conversation téléphonique, et puis elle m'a dit, moi je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Puis elle me dit, non, mais moi je pense que l'écologie, ça devrait pas être un parti, ça devrait pas être de gauche. Puis elle me dit, de toute façon, toi tu vas aider les migrants à Calais, moi je comprends pas qu'on fasse ça, je suis pas d'accord, c'est pas de l'écologie. Alors je lui dis, donc toi en fait tu veux aider les bébés Yorkshire, les bébés dauphins, les ours polaires, par contre les humains, non, ça tu aides pas. Mais en fait, ça n'a pas de sens. L'écologie, c'est le rapport au sein d'un écosystème, c'est l'entraide, c'est le rapport à l'autre, et du coup, justice sociale, justice environnementale, c'est indissociable.
Déjà parce qu'on aide tout le monde et on ne va pas aider les animaux et les baleines et pas les êtres humains, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'on est arrivé dans un monde où, vous voyez, on va dans le mur, l'habitabilité de la planète est remise en question. Et désolé de vous l'apprendre, mais c'est quand même les plus riches qui polluent le plus. Quand on prend l'empreinte carbone J'aime annuelle... beaucoup ce « désolé de vous l'apprendre ». Désolé de vous l'apprendre. Oh, mince! Ça, c'est l'accent qui revient, voilà. On est foutu. Mais non, mais quand on prend l'empreinte carbone annuelle à laquelle on a chacun droit si on veut que la planète reste habitable, les 50% les plus pauvres de la planète la dépensent en 3 ans. L'empreinte annuelle, ils mettent 3 ans à l'atteindre. Les 1% des plus riches en France... 10 minutes. 10 jours. C'est-à-dire le 10 janvier, c'est terminé. Bernard Arnault, 2h15. C'est-à-dire que Bernard Arnault, il n'a pas encore été couché le soir de son réveillon. Il a déjà foutu en l'air son empreinte carbone de l'année. Donc les riches, ils polluent plus. Donc, idéalement, il faudrait qu'il arrête de respirer 2h15 plus tard. Il faudrait qu'il soit moins riche. Parce qu'en fait, c'est son patrimoine, son super yacht, son jet privé, ça ne va pas. Et donc, non seulement ces personnes, souvent, sont devenues très riches en exploitant les ressources naturelles, en pillant ce qui faisait notre habitabilité de la planète, et en exploitant des hommes, des femmes et parfois même des enfants, mais en plus, leur mode de consommation est insoutenable. À l'opposé, les premières victimes de la crise environnementale, ce sont toujours les plus précaires. Celles et ceux qui habitent le long des voies ferrées, sur des zones polluées, le long des routes, exposés à la mauvaise qualité de l'air. Ce sont toujours les plus précaires. Celles et ceux qui n'ont pas accès à la bonne bouffe. Le long des littorales aussi, je vous dirais. C'est-à-dire qu'il y a des gens fortunés qui voient leur maison, sinon leur patrimoine en général, malmené par la météo, par ce climat détraqué. Mais ils s'en foutent, ils pourront s'en acheter une autre. Vous savez que les milliardaires se font construire aujourd'hui, il y a un reportage de France Info, Radio France là-dessus, très intéressant, ils se font construire des super bunkers où l'air est filtré, où ils sont autosuffisants, parce qu'il y a du maraîchage, je sais pas quoi, un truc un peu survivaliste en mode fin du monde. Vous savez, on avait les panneaux là, There is no planet B, pendant les manifs. Bah, eux, en fait, ils se construisent leur truc, genre si ils achètent des terres aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, en Suède, en mode quand ce sera vraiment trop chaud, nous on aura des trucs encore cultivables. Et Elon Musk, il est même en train de dire, lui, il a un projet, son plan B, c'est Mars. Donc comme ça, c'est bien. Mais vous voyez, nous, on n'aura pas de plan B. C'est ça la différence. Je constate que vous consacrez beaucoup d'énergie à maîtriser ces éléments de langage parfaits. C'est pas des éléments de langage, c'est des chiffres et des faits. Mais je ne suis pas ironique, c'est-à-dire que je vois que vous connaissez votre sillon et votre sujet. Mais moi, j'ai non pas envie de vous contrarier ici, mais vous avez aussi déjà dit la pauvreté, ça tue. Et je suis d'accord avec vous. Je pense que dans toutes les diversités... c'est ce que je viens de dire. Alors, c'est justement parce que vous l'avez dit que ne montez pas la garde. Nous avons vous avez un rapport paranoïaque à l'intervieweur. J'ai eu quelques expériences malheureuses, sachez-le. Alors, j'espère que celle-ci sera heureuse. La pauvreté tue, j'en suis. Je pense que c'est une des diversités les moins présentes en ce moment dans l'espace public. On oublie beaucoup les petites gens, les gens qui sont pauvres, comme si la pauvreté n'était que la responsabilité de ceux qui sont pauvres. Et j'aime pas du tout l'idée. Parlons ZFE, ces zones à faible émission. J'étais à cette émission avec Alexandre Jardin il y a 10 jours. Ah oui, il est très énervé, lui. Il est parti dans un trip quand même, hein. Ça fait des mois, je suis sur Twitter, je le vois partir en live. C'est ça, il s'est trouvé une cause dans sa vie. Alors peut-être, je ne suis pas ici pour le défendre, sinon que vous parlez de ces zones à faible émission, je dois dire que ça m'a un peu surpris parce que les premières victimes, si tant est que ça soit des victimes, alors je vous vois déjà arborer un sourire, vous connaissez la question. Parce que je vois très bien où vous voulez en venir. Alors répondez à ma question avant même que je la pose. Non mais les ZFE, déjà ce qu'il faut se dire, c'est pas une mesure écologiste. C'est pas les Verts qui ont inventé les ZFE. Mais c'est pas un reproche que... Non, mais je vous le dis. Il n'y a rien de pire. Vous me demandez l'écologie, est-ce que c'est de droite ou est-ce que c'est de gauche, en fait. Bon, nous, quand on fait de l'écologie, on prend pas les gens... On les coince pas, en fait. On fait pas des mesures qui sont injustes. Les ZFE, c'est typiquement une mesure écologiste décrétée, enfin, soi-disant écologiste, décrétée par des gens qui ne le sont pas. Des macronistes, pire. Macronistes, en même temps, je sais pas quoi, là. Bon, à la fin, c'est toujours nous qui perdons, on a compris. Et donc, ils font ZFE. Alors, ils disent, de là à là, il n'y a plus de voitures, voilà. Ah, tiens, on a l'impression d'avoir fait de l'écologie, la qualité de l'air, on a agi. Et puis, les maires, démerdez-vous. Et on exclut les gens. Et donc, dans les villes, moi, je me rappelle, par exemple, à Rouen, les Verts de Rouen, ils étaient contre la ZFE. Et donc, même le maire de Rouen, où j'avais des conversations, des gens qui disaient, mais les Verts de Rouen, ils sont contre la ZFE, c'est une mesure environnementale.
on peut penser que moins de voitures, c'est environnemental, ok, mais l'écologie politique, c'est justice environnementale et justice sociale. Il se trouve qu'à Rouen, il y avait Lubrizol, vous savez, cette usine qui avait explosé. Moi, je travaillais sur la qualité de l'air avant d'être secrétaire national des Verts, donc j'avais beaucoup bossé sur Lubrizol. Et c'est vrai que quand tu connais Rouen, il y a des usines qui crachent de la fumée noire là, dans la ville. Et donc, quand on dit aux habitants de Rouen, vous avez subi Lubrizol 1, Lubrizol 2, vous vivez avec ce risque permanent, vous respirez, vous êtes inquiet pour votre santé, vous voyez la fumée toute la journée. Par contre, vous n'aurez plus le droit d'utiliser votre voiture. Votre vieille voiture. Les gens de Rouen disaient, en fait, tu vas d'abord t'occuper de la pollution industrielle, après éventuellement je ferai un effort. Et ils avaient raison. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on peut comprendre que vraiment, il y a une école par exemple à Lyon, à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse de mémoire, qui vraiment, les taux, quand vous faisiez la carte annuelle de l'air de la ville, les enfants de cette école, ils étaient exposés à des trucs, c'est pas possible. Et c'était un vrai problème de santé publique. On peut pas rien faire, mais faire un truc sans aucune mesure d'accompagnement, sans expliquer et en laissant y compris les villes se débrouiller, ça n'allait pas. Alors nous, dans les villes écologistes, nous avons pris nos responsabilités. À Lyon, à Strasbourg, par exemple, à Bordeaux. Grenoble. Oui, Grenoble aussi. Il y a eu beaucoup de mesures. Alors Grenoble, c'est différent. Enfin, je pense que chaque ville est différente. Vous savez, nous, chez les Verts, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire qu'on fait confiance au territoire parce que quand c'est vu depuis le ministère, ils ont des super idées, mais il faut aller sur le terrain, c'est plus la même chose. Et donc, c'est vrai que chaque ville est différente. Il y a des villes où il y a beaucoup de gens, pas de la ville, qui viennent tous les jours dans la ville travailler. Il y a des villes où il y a des réseaux de transport en commun plus ou moins développés qui font qu'on peut très facilement faire du report modal, par exemple. C'est-à-dire, moi, à Hénin-Beaumont, vous me dites, t'as plus ta voiture, va à Biocop. Je peux prendre mon vélo y aller, mais je sais pas où je mets mes courses, parce que à un moment, quand on a une famille, les enfants... une voiture. Chez moi, j'ai besoin d'une voiture. Au Conseil régional des Hauts-de-France, quand ils ont mis en place une aide au permis de conduire, certains écolos disent, c'est la bagnole. Je dis, oui, mais en même temps, quand on est jeune dans les Hauts-de-France, à part si on est à Lille ou je sais pas où, la plupart des endroits, on a besoin d'une voiture. Mais c'est vrai pour tous les gens qui occupent le territoire. Pour la plupart des gens, ça prend une voiture. En fait, la voiture, c'est quand même un sujet. Moi, je vous dis, si on construisait nos maisons comme on construit nos villes, il y aurait, les gens vont me voir à l'image, je peux faire le dessin. Vous auriez un garage comme ça, énorme, puis autour des toutes petites pièces, une petite cuisine, une petite salle de bain, mais au milieu serait votre voiture. On ne construit pas nos maisons comme ça, mais on a construit nos villes comme ça. Les villes, c'est des gros trucs pour les bagnoles, puis autour, on a mis des choses. Et donc, il y a une emprise de la voiture sur nos villes, ça prend trop de place, ça pollue, et même si elle est électrique, 20% des particules fines, c'est l'abrasion des pneus sur la route. Et vraiment, c'est 48 000 morts par an. 48 millions par an. Alors, soit on dit on s'en fout, il y en a qui s'en foutent très bien. De façon générale. La qualité de l'air. Donc, c'est pas que la voiture, c'est à Rouen, par exemple, ça peut être aussi l'industrie. Ça peut être aussi les particules fines du fait de l'épandage. Il y a des pics de pollution au printemps parce qu'il y a l'épandage en même temps que des conditions météorologiques qui produisent des pics de pollution. Et surtout, la pollution de l'air, c'est pas que les pics de pollution. Ce qui est mauvais pour la santé, à la limite, un pic, c'est pas grave. Ce qui est mauvais, c'est la pollution chronique. Et il y a des endroits, je vous parlais de cette école de la Croix-Rousse, où les enfants, toute la journée... Vous voyez, par exemple, les transports en commun, le métro, il y a une très mauvaise qualité de l'air. Les particules, elles s'engouffrent, elles descendent. Les particules de freinage des métros, ça fait de l'abrasion des particules qui restent un peu, qui stagnent. Mais bon, le métro, l'exposition n'est pas la même. Moi, là, je suis venue en métro, je suis restée 10 minutes dans le métro. Bon, c'est pas pareil pour ceux qui y travaillent, déjà. Mais vous voyez, il y a exposition, concentration, vulnérabilité. Quand on est plus jeune, quand on est plus âgé, on est plus aussi vulnérable. Tout ça, ce sont des sujets qu'il faut prendre en compte. Mais par contre, quand on dit aux gens... telle et telle voiture n'aura plus le droit d'être dans le centre-ville. Pourquoi c'est mal vécu ? Premièrement, parce que les diesels, si les gens ont des diesels, parce que l'État leur a demandé de leur acheter. Oui, il y a quelques années. En disant, on a une super idée les mecs, diesel. Les écolos, on disait, vous êtes sûrs quand même ? Taisez-vous, vous comprenez rien, retournez au Larzac. D'accord. Bon, ils ont dit aux gens, si vous achetez le diesel, vous aurez l'essence, le combustible moins cher, etc. C'était une embrouille. Et alors après, ils se rendent compte, croyez-vous qu'ils vont aider les gens à changer de voiture ? Non, ils disent, vous n'aurez juste plus le droit de circuler. Il faut dire, c'était vraiment très mal, maintenant il faut faire cette voiture-là. Ah oui, elle est plus chère, tout ça, mais bon, désolé. Donc, en fait, l'État nous a mis dans cette situation. Donc, c'est à eux aussi d'assumer. C'est pas la faute des gens. Deuxièmement, nous, dans les villes écolo, donc on a beaucoup développé les transports en commun, y compris avec des tarifications quasiment... Enfin, il y a de la gratuité pour plein de publics qui en ont besoin. Et évidemment que dans l'application, par exemple à Lyon, je ne vais pas donner les termes exacts parce que je n'ai pas préparé cette question, mais il y a un tarif, enfin, il y a pas un tarif, mais il y a un forfait petit rouleur.
pour un certain nombre de jours par an. Là, par exemple, j'étais à Lyon, on a fait un repas dans un centre social. Il y avait un vieux monsieur qui me disait ma femme est dans un EHPAD dans l'Ain, il doit y avoir 50 km. Et il me disait est-ce que j'aurais encore le droit d'aller la voir. Donc moi je dis j'appelle le maire, donc Grégory Doucet vient et il lui dit oui, si c'est une fois tous les 15 jours, vous avez ce forfait petit rouleur, c'est OK. Pour les professionnels, il y a des dérogations. Il y a des dérogations pour plein de gens. Et tout ça a été, nos élus écolos ont vraiment travaillé avec la population, ont fait beaucoup de réunions publiques, de concertations et ont bien fait les choses, je le dis. Ma question pour vous, Marine Tondelier, allait mener à celle-ci, est-ce que ça joue contre vous, cette impression que la réglementation au nom de l'écologie, ça peut aussi beaucoup embrouiller les gens? C'est sûr que quand des gens font des choses mal en se prétendant écolo alors qu'en plus ils ne le sont pas, ça ne nous aide pas. Parce que du coup, les gens associent écologie et punitif, alors que c'est pas comme ça que nous on l'aurait fait. Vous comprenez ? Et plus que on a punitif, tout fait dans nos villes pour contrebalancer ça. Mais c'est cette impression aussi qu'il y a les bons qui ont les moyens d'avoir la voiture qui aujourd'hui est tolérée et les moins bons, par définition souvent moins riches, qui n'auront juste pas les moyens de changer de bagnole. Il n'y a pas juste ça, il y a aussi le fait qu'il y a ceux qui habitent en centre-ville qui ont un réseau de transport plus dense que ceux qui habitent en banlieue, et pas qui juste vont en se banlieue. sentir exclus un peu de la ville. Mais moi, c'est pareil quand je vais à Lille. Vous savez, quand des fois je vais en voiture, parce que moi j'ai le TER Lille-Hénin-Beaumont, c'est quand même un sketch, et donc il y a des fois dans la journée, pendant 2-3 heures, vous n'avez pas de train. Ou alors le soir, c'est compliqué, donc vous dites, du coup je prends ma voiture, sinon je ne sais pas quand je vais rentrer. En fait, c'est de plus en plus dur de circuler à Lille. Alors ceux qui sont lillois, ils prennent le métro. Moi, quand j'ai une voiture depuis Hénin-Beaumont, c'est compliqué. Voilà, c'est comme ça. Et donc, je prends peut-être plus le train qu'avant en disant, tant pis, t'attendras 2 heures, t'iras dans le café avec ton livre et t'attendras le train. On s'adapte tous. Mais le sujet, c'est qu'il n'y ait personne sans solution. L'État, aujourd'hui, laisse les gens sans solution sur la question des voitures. Le barouf qui avait été fait pour le leasing, là, pour les voitures, il y a eu combien de personnes concernées ? Est-ce que le mécanisme a été reproduit ? Non, et en plus, c'est pire parce qu'ils l'ont promis à la télé. Ils ont fait tout un marketing. Alors là, pour lancer le dispositif, là, il y a du monde, tous les beaux costards, les trucs. Puis après, le truc n'est pas suivi. Il n'y a pas eu assez pour tout le monde. Mais Donc, c'est pas juste. Dans la même logique, sur cette question de justesse, quand on dit, par exemple, à l'horizon 2035, il faudra qu'il n'y ait plus aucun véhicule thermique, moteur thermique, est-ce que d'abord c'est réaliste ? C'est plus de vente. Oui, évidemment. Alors, on verra si à ce moment-là, on empêche les gens de circuler, mais on ne pourra plus... La réglementation, c'est plus de vente. Plus aucune voiture ne pourra être vendue avec un moteur thermique. Or, d'abord... On aura encore le droit de rouler dedans. On verra en 2035. Mais cette question en ouvre plusieurs autres ou en pose plusieurs autres. Est-ce que c'est la solution que de dire il faut renoncer aux moteurs thermiques quand on sait qu'il y a des avancées substantielles qui font que ces moteurs thermiques sont de plus en plus performants? Vous avez une avancée substantielle pour trouver du pétrole qu'on n'avait pas encore trouvé, vous. Et pour dépendre, pas de Trump et pas de Poutine, mais en dépendant du pétrole. Du pétrole dont on dépendrait moins si les moteurs sont plus performants. Non, mais moi, je vous pose la question parce que je me demande, est-ce qu'on sera capable de produire l'électricité façon propre? Attendez, là, vous allez me faire le nucléaire, je vous connais par cœur, mais juste pour parler un peu sérieusement, on s'est jamais rencontrés et déjà on se connaît par cœur. Les enfants qui naissent cette année, personne ne peut leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans. Là, ce qu'on prépare à nos enfants, c'est ça l'horizon. C'est une planète à plus 4 degrés en 2100. Ça veut dire qu'en 2100, il y a en France 10 fois plus de nuits tropicales et de jours de canicule, qu'il y a... j'essaie de retrouver les chiffres dans ma tête, mais ça veut dire des sécheresses qui parfois dureront plusieurs années. Et ça veut dire que les périodes de canicule, c'est de mi-mai à mi-septembre et parfois 2 mois d'affilée. C'est pas, quand on parle d'adaptation à plus 4 degrés en 2100, en fait, il n'y a pas d'adaptation à plus 4 degrés. C'est pas de la vie, c'est de la survie. Les cultures maraîchères brûlent en France. Il n'y a plus de culture maraîchère. Le maïs et le tournesol meurent, c'est plus cultivable. Et les vaches laitières ne survivront pas aux épisodes de canicule. C'est ça la France qu'on prépare à nos enfants. C'est donc, pas que la France du reste. Je veux bien qu'à un moment, on m'explique, parce qu'il y a toujours des résistances au changement, il ne faut jamais rien changer, tout est parfait. Mais je veux bien qu'on m'explique. Mais c'est pas ce que je vous dis. Si.
Non, je suis curieux. Parce que moi, je suis curieux de savoir celles et ceux qui trouvent qu'on peut continuer à cramer tout le pétrole. Déjà, j'aimerais bien savoir où ils vont continuer de le trouver. J'aimerais bien savoir comment ils prévoient de faire la souveraineté de la France. Parce que là, ce qu'on se dit quand même, c'est qu'il ne faut plus dépendre de Trump, il ne faut plus dépendre de Poutine. Ah bon? Mais alors, comment on fait? Poutine, on lui a payé depuis le début de la guerre. On lui a donné plus d'argent en achetant son gaz, ses engrais, son uranium enrichi, qu'on a donné de fric à l'Ukraine. Donc, comme on dit, il faut préparer la souveraineté dans notre arsenal. Là, on parle d'arsenal, de bombes, d'armes. Il n'y a pas que des bombes et des armes dans l'arsenal. Il y a aussi de la souveraineté. Et donc, il va falloir dépendre moins. Et par ailleurs, je le dis, tout le pétrole qu'on sort du sol, ça nous emmène dans la planète à plus 4 degrés. C'est criminel de faire ça. Alors, je suis avec vous sur... Et les industriels sont prêts. Ils savent, 2035, ils savaient le faire. Un industriel, quand vous lui dites en 2020, ce qui était le cas, mais il commence à en 2035, t'arrêtes, mais c'est normal qu'il râle. C'est la vie. Mais donc, ils se sont organisés. Moi, je me rappelle François-Xavier Bellamy, le candidat de droite pendant les européennes, qui dit sur un plateau télé, 2035, on reportera la date. Et des industriels qui disent, non, nous, en fait, on s'est préparés. On a pensé toutes nos chaînes de production pour les switcher. Là, maintenant, vous nous dites qu'il faut retourner dans l'autre sens. Ils ne comprennent plus rien. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient prêts. Ils ont bien compris, de toute façon, que... Et la capacité de produire de l'électricité de façon propre, nous l'aurons à ce moment-là? En 2035 ? Oui. De toute manière, il n'y a pas 50 chemins. La seule énergie vraiment propre, elle est renouvelable. Éolien, solaire. Il y a une incapacité dans ce pays. Nous aurons ce qu'il faut en Europe. Il y a une incapacité dans ce pays à s'organiser là-dessus. Nous sommes les bonnets d'âne en Europe, puisqu'il y a 2 éléments. Le premier, c'est quand il a fallu se fixer des objectifs de renouvelables. On s'est fixé l'objectif le plus faible, comme ça on est tranquille. Et on est les seuls à ne pas respecter l'objectif qu'on s'est nous-mêmes fixé. Donc, nul. Et en plus, on est en train de laisser crever les filières, notamment sur le photovoltaïque. On est en train de laisser crever celles et ceux qui construisaient les panneaux en France. Donc, en plus, vous voyez... C'est les Chinois qui ont le marché aujourd'hui. Oui, mais c'est de notre faute. On a laissé crever les entreprises. Moi, déjà, il y a 15 ans, je me rappelle, on se battait Photowatt. Enfin, il y avait des groupes qui faisaient du bon travail et qu'on a laissé se viander. Donc, c'est terrible, en fait, à la fin. Et il n'y a pas de fatalité. Il y a des pays autour de nous qui sont en train de développer l'éolien beaucoup plus vite. Et dans les sondages, on voit qu'il y a une adhésion. Alors, il y a des gens qui ne sont pas contents qu'il y ait trop d'éoliennes chez eux parce que souvent, ils ne sont pas concertés. Donc, c'est un problème aussi de démocratie. Je suis entièrement d'accord avec eux. Oui, parce que quand ça pousse dans son jardin, une éolienne... Ça y est, c'est Alexandre Jardin qui revient. Alors... Non, mais en Picardie, il y a un endroit, il y a un cluster où on s'est dit, tiens, le vent, il est par là, tout ça, ça marche bien. Les gens ont vu d'arriver plein d'éoliennes. Vous faites un procès par association, c'est terrible. Mais non, je fais une blague. Vous n'avez pas d'humour. Et donc, il y a des endroits, les gens ont la sensation de s'être fait imposer plein d'éoliennes sans être écoutés, sans être entendus. J'entends, mais il y a une adhésion populaire très forte à l'éolien, en fait. En réalité, en France, les sondages le montrent. Et donc, c'est comme d'habitude, certains politiques qui sont en retard. Mais ce que vous me dites, c'est qu'en même temps, il serait souhaitable qu'on puisse faire ce virage de façon propre, mais que nous n'avons pas pris les moyens, donc nous aurons besoin d'une électricité que nous ne saurons produire de manière propre en 2035 et que nous produirons de façon plus salope. Parce que les écologistes vont gagner en 2027. Et vous savez, l'éolien, il faut 8 ans entre le moment où vous dites, tiens, j'aimerais bien une éolienne, et le moment où elle on fait un pari, vous et moi, tout de suite, immédiatement. Sur quoi? Sur 2027. Si vous voulez. Alors, deuxième tour, Retailleau-Le Pen, là, vous êtes à fond? Vous êtes prêts? Non, du tout. Je vous dis il va être beau, le Front républicain. Je vous dis, et on se retrouve, et je paie le dîner, je paie tout ce que vous voulez. On se retrouve en 2027, et les écologistes ne seront pas à l'Élysée. Mais on va travailler en partenariat, vous allez voir. En bonne intelligence. Vous savez, monsieur, il y a 27 sondages sur 27 qui ont dit aux législatives que nous ne serions pas en tête. Et ben, on était où? On était en tête. Donc, méfions-nous. Tout est possible. Le pire, mais aussi le meilleur. Mais je souhaite le meilleur, évidemment. Je ne table pas sur le pire, mais je reviens sur votre scénario. Vous dites que ça sera différent parce que nous serons aux manettes. Je fais l'hypothèse. Non, mais je vous dis que sur l'éolienne, c'est quand même pas très compliqué de se dire que si on veut de l'indépendance énergétique et sauver la mise de la crise climatique, il faut de l'énergie renouvelable. Et l'éolien se déploie très vite. Beaucoup d'éoliennes d'ici 2035 pour remplacer les autres sources d'énergie. Vous savez combien on a déployé d'éoliennes pendant qu'on a essayé de construire Flamanville? L'équivalent de 10 réacteurs. 10 réacteurs nucléaires? Mm-hmm. Mais je suis incapable de vous dire non parce que je ne le sais pas. Alors, vous m'avez parfaitement bluffé là-dessus. Tout à l'heure, vous disiez l'horizon 30 ans et évidemment 2100 avec plus 4 degrés, ça peut faire très peur. Je me souviens aussi, et c'est pas que je ne veuille pas de précaution, mais je me souviens très bien que
À l'horizon 2000, on nous disait la calotte polaire risque d'avoir totalement fondu en 2020-2025. Je l'ai lu. J'ai vu des gens qui disaient... mais elles font 100 fois plus vite que prévu, là, la banquise. Ouais, 100 fois plus vite que les scientifiques l'avaient prévu. Hein. Je vous dis simplement... Alors, je ne me réjouis pas du tout. Je ne sais pas qui vous avez entendu dire ça. Mais déjà, il avait raison de lancer l'alerte. Mais je ne suis pas contre l'alerte. Je suis contre l'alarmisme. Est-ce qu'il y a des fois Si vous trouvez que tout va bien, tant mieux. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Non, mais vous êtes de mauvaise foi. Non, mais je ne dis pas que tout va bien. Non, mais c'est ce qui se passe avec la fonte des glaces. Parce que la peur tétanisante, est-ce qu'elle aide la cause? Non, mais attendez. Là, vous prenez le sujet complètement à l'envers. Le sujet, c'est pas qu'on soit dans une peur tétanisante, c'est que on est dans un syndrome de l'autruche complet. Tout est en train de s'effondrer. La société, vous, dans vos questions, vous me posez les questions comme si c'était les écologistes le problème depuis tout à l'heure, alors qu'on est dans une société où 0,5% de votre cerveau est composé de plastique. 0,5% du poids de votre cerveau est composé de plastique aujourd'hui. J'y allais justement, peut-être que 60% des oiseaux des champs ont disparu en 40 ans. 70% des insectes en 30 ans. En Île-de-France, 90% des hirondelles en 10 ans. C'est ça qui est en train de se passer. La glace fond 10 fois plus vite que prévu. On a dépassé les limites planétaires, c'est-à-dire les conditions... Fois tout à l'heure. Comment? Vous disiez 100 fois plus vite. J'ai dit 100. Donc c'est 10 fois ou 100 fois? 100 fois. National Geographic, la source. Sur du coup, je ne sais plus où j'en étais. Mais sur tout ce qui nous accable, à commencer par non, mais sur les limites planétaires. Écosystèmes. Les limites planétaires, il y en a 9. C'est ce qui fait que la planète est habitable. Sur ces 9 limites planétaires, il y en a déjà 6, voire 7 qui sont déjà dépassées. Et ces limites planétaires, elles sont irréversibles. C'est comme quand une espèce disparaît. Alors, une espèce en voie de disparition, on peut parfois arriver à la régénérer. Une espèce disparue, elle est disparue. Jurassic Park, ça n'existe que dans les films. Bon, donc vous voyez, tout ça est irréversible, irrémédiable. À part pour la couche d'ozone, où on a réussi à inverser les choses, les limites planétaires. Enfin, une fois qu'il y a les PFAS, par exemple, contre lesquels on s'est battu en France, qui rendent malades les pompiers, nous, tout le monde en a dans notre robinet. On en a retrouvé dans la Grèce des ours polaires en Antarctique. Alors, pour ceux qui ne sont pas initiés, les PFAS, parce que c'est fascinant. Polyfluoralkylé. C'est une substance de fluorcarbone, une molécule de fluorcarbone qui a été inventée dans les années 40 et qui inifuse. Alors, ça peut inifuger, ça protège du feu, ça peut rendre anti-adhésif, donc il y en a plein il y en a dans les tenues des pompiers, il y en a dans toutes les poêles, il y en a dans les cosmétiques, dans le papier de toilette, il y en a partout. En fait, vous savez, c'est le genre de molécules pratiques, on en met partout. Sauf qu'on s'est rendu compte, je ne vais pas vous faire tous les risques pour la santé parce qu'ils y sont tous, l'hypertension cardiovasculaire, les maladies neurodégénératives, il y a à peu près tout dans les problèmes que ça pose. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait partout. Donc nous, les écolos, on alertait, personne n'écoutait. On a fait des tests dans tous les robinets. Vous savez, il y a 50 groupes locaux qui ont fait des tests à l'eau du robinet dans leur cuisine. Je l'ai fait moi-même à Hénin-Beaumont. On a retrouvé des PFAS partout. Et c'est comme pour l'amiante, vous savez, on dit tiens, non mais en 1905, quelqu'un dit au fait l'amiante c'est dangereux, non toi on t'écoute pas, c'est bon, c'était un inspecteur du travail. Au Canada, vous avez arrêté un peu plus tôt l'amiante, nous jusqu'à les années 90, on en a foutu partout. Oui, et après nous en produisions beaucoup, c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aujourd'hui sur les PFAS et sur plein d'autres substances, c'est pareil, on sait sur les pesticides notamment, on est en train d'empoisonner tout le monde et donc les gens sont tétanisés, ils regardent CNews, ils ont l'impression qu'ils vont finir assassinés au coin d'une rue et ça arrive, il faut se battre pour que ça n'arrive plus. Mais c'est 1000 personnes par an, les homicides. Par contre, on s'empoisonne tous les jours, quand on mange, quand on boit, quand on respire. On connaît tous des gens autour de nous qui sont malades de l'environnement. Malades. Et on ne sait jamais vraiment qui, quoi, comment, à quel moment on s'est empoisonné. C'est chronique, en fait, c'est tout le temps. Très concrètement, le plus grand risque pour ces PFAS, parce qu'on sous-estime certaines choses, par exemple des vêtements qu'on peut porter et qui sont aussi porteurs de Donc nous, on a voulu PFAS. Arrêter le mal à la source, c'est-à-dire interdire les PFAS dans tout un tas d'utilisations. Et nous avons fait passer cette loi à l'Assemblée nationale, nous l'avons fait passer au Sénat, elle est donc retournée à l'Assemblée nationale où elle a été adoptée et c'est fait. Alors, il y a des députés qui ont... C'est un gros travail, parce qu'il a fallu aller négocier avec la droite, les macronistes. Ils ont réussi à enlever un truc sur les ustensiles de cuisine en disant que voilà, ça allait tuer l'industrie à seb et qu'il n'y avait pas encore de produits de substitution. Mais vous allez voir que dans ces cas-là, les industriels s'adaptent très vite. Moi, quand je travaillais au Sénat il y a
il y a 15 ans, c'était sur le bisphénol A dans les biberons. On avait fait une proposition de loi. Sur le bisphénol A, c'est une substance aussi dans les biberons des enfants. Bon, vous voyez tous les... Alors, il y en avait aussi dans les pots de cornichons, bref, il y en avait partout. Et les sénateurs, non, mais si vous faites ça, les cornichons... François Patria, les cornichons à Dijon, toute l'industrie des cornichons va s'effondrer, c'est pas possible, nan. Bon, le truc ne passe pas, c'était le Sénat à l'époque. Et résultat, 1 an après, dans tous les magasins, il y avait des biberons avec écrit « biberon sans bisphénol A ». Bah oui, parce que soi-disant que c'était pas possible d'en faire, mais quand tous les parents ont dit c'est quoi cette histoire de bisphénol A, moi je veux des biberons sans, il y a eu un marché pour les biberons sans bisphénol. Tout d'un coup, les industriels, ils n'avaient pas de problème à en produire. Donc vous voyez, on peut trouver que les écologistes peuvent être pénibles, lancent l'alerte trop fort, pas bien, mais aujourd'hui, le problème est plutôt le syndrome de l'Autriche. C'est-à-dire que les gens, c'est documenté par des neuroscientifiques, ils voient le danger climatique, il y en a qui tombent dans l'éco-anxiété, ils sont là, ils bougent plus. Et puis il y en a qui sont dans le colère, dans le climato-scepticisme. Et en fait, il y a très peu de gens dans l'action. Et on est en train, vous voyez, c'est comme si vous êtes dans une pièce avec les murs qui sont en train de se rapprocher, vous êtes un peu pris au piège. Et on est tous ça. Normalement, on devrait se dire comment on finit pas tous s'écrabouiller et trouver une solution. Non, nous, on bouge les meubles, on s'engueule, enfin je sais pas ce qu'on fait, mais on fait pas les bons trucs, quoi. Mais nous, donc, ce que vous constatez, c'est que par-delà les politiques, qui ne font rien ou les mauvais trucs, collectivement, on est encore assez peu sensibilisés au risque. C'est ce que vous dites. Je ne pense pas qu'on soit peu sensibilisés. Moi, je suis persuadée, c'est peut-être mon côté optimiste qui va parler, qu'on a un ou une écologiste qui vit en chacun d'entre nous, ou qui sommeille, si vous voulez. Mais on a tous une petite part d'écologiste en soi. Moi, je pense que tout le monde sait. J'en suis absolument certain. Je pense que tout le monde sait. Par contre, vous connaissez la fable de la grenouille. Je vais vous faire tous les animaux, comme ça vous allez être tranquille. Oui, qui se laisse bouillir tranquillement. Parce c'est ça, c'est qu'en fait... C'est quand vous plongez une grenouille dans l'eau bouillante, elle a l'instinct de survie, voilà. Mais quand vous la mettez dans l'eau froide et que vous augmentez tout doucement la température, vous portez à ébullition. Sa température, au début, son corps s'adapte, mais ça l'anesthésie un petit peu. Puis au moment où elle est en train de cramer, elle n'a plus la force pour sortir et elle meurt. C'est un peu ça qui est en train de nous arriver. C'est que, vous voyez, quand par exemple, il y a la guerre en Ukraine, tout le monde se mobilise. Là, quand Trump a été élu, quand il est arrivé, quand il a commencé à faire alliance avec Poutine, etc., il y a eu une forme de sursaut en Europe. Allez, 800 milliards, et Macron qui a repris sa veste de super-héros, et il va à Washington, et il va en Ukraine, il téléphone avec ses 2 téléphones en même temps, il est à fond. Mais pourquoi ils font pas ça pour le climat ? Parce que la réalité, c'est qu'il y a 2 menaces existentielles. En tant que Français, en tant qu'Européens, on a deux menaces existentielles aujourd'hui. La guerre sur notre continent et les crises climatiques, les crises climatiques et environnementales, que ce soit climat, biodiversité, etc. Et donc, pour un risque, on est capable de se mobiliser très vite, tout de suite. Pour l'autre, non. Ça m'interroge énormément parce que l'autre n'est pas moins dangereux. Pourtant, vous avez choisi d'être mère. Oui. Comme le font encore certaines jeunes personnes, mais d'autres disent c'est irresponsable, l'éco-anxiété l'emporte. C'est pas assez irresponsable. Il y en a qui disent c'est pas le monde que je veux pour mes enfants, ou je me sens pas. Qui d'autre que leurs enfants pour le bâtir aussi. Et c'est pas, on n'est pas chez les malthusiens. On dit pas tous ceux qui font des enfants sont criminels. On va vous mettre en prison pour atteinte à l'environnement. Dans la génération climat, celles et ceux qui font pas d'enfants, c'est aussi en se disant je suis déjà trop inquiète moi-même. Mais vous comprenez ça, vous ? Bien sûr, je le comprends. Et vous pensez qu'ils ont ou elles ont raison, ces mères ? Mais c'est pas une question de qui a raison, qui a tort. C'est comment on se sent. Être parent, c'est quand même un engagement. Ceux qui ont envie, on leur souhaite bon courage. Et ceux qui n'ont pas envie, on respecte leurs décisions. Vous voyez, j'ai pas de jugement moral à apporter. Moi, je comprends tout le monde et je souhaite surtout bon courage à tout le monde. Alors, j'ai promis de vous libérer. Il reste quelques minutes. Il y avait tellement de questions libérer, Marine Tondelier. Est-ce qu'elle a besoin d'être libérée, Marine Tondelier? Est-ce qu'elle est prisonnière de quelque chose? Rarement. Rarement. C'est l'impression que vous me faites. Vous êtes végétarienne depuis 2009, je crois. Est-ce qu'on devrait s'intéresser davantage à ce qu'on mange et est-ce qu'on devrait peut-être réglementer, par exemple, la consommation de viande? C'est un sujet très, très, très délicat. Mais dans un monde idéal, vous pensez qu'on devrait l'interdire? Le sujet, c'est peut-être en manger moins et en manger mieux. Moi, vous voyez, je discute beaucoup avec des éleveurs. On a notamment un député écologiste, Benoît Biteau, qui est éleveur en polyculture bio en Charente. Évidemment, lui, en tant qu'éleveur, il dit on ne va pas faire une loi pour interdire la viande. Enfin, par ailleurs, nos paysages, vous voyez, dans le Pas-de-Calais, depuis qu'il n'y a plus beaucoup d'élevage, du coup, il n'y a plus de haies, il n'y a plus de bocage. Les inondations, c'est aussi parce que nos territoires sont plus entretenus en réalité. Et donc, il y a des animaux qui n'existent que parce qu'il y a de l'élevage. Après, l'élevage pose d'énormes questions de dignité animale.
c'est sûr, de la santé des animaux, de leurs conditions de vie, de mort. L'antispécisme peut être un élément d'un programme politique aujourd'hui? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet de comment l'homme se considère au centre de tout et tout doit être à son service. Alors que la nature rend parfois beaucoup plus de services que les hommes. Donc il y a un truc à rééquilibrer quand même dans notre rapport au monde. Mais moi, je soutiens vraiment l'élevage et je pense que je préférerais qu'on mange... l'élevage? Oui, parce que c'est des métiers qui sont... Le vrai élevage, je parle de l'élevage paysan, je parle pas des fermes des 3000 porcs, de je sais pas quoi, là, et surtout des fermes-usines. Quand vous offrez une ferme à votre enfant ou à votre neveu à Noël, c'est une vraie ferme, et c'est pas un bunker avec tous les animaux enchaînés comme ça. Les gens veulent manger de la viande, mais ils veulent pas voir ça. Le problème, c'est que c'est ça qu'ils mangent. Quand ils mangent des nuggets ou je sais pas quoi, produits je sais pas où, c'est ça qu'ils mangent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si vous achetez une barquette de lasagne, vous savez que grâce au Mercosur, vous aurez en fait du bœuf aux hormones, sans même le savoir. Ce sera écrit fabriqué en France. Bon. Parce que assemblé ici. Ouais. Il y a un problème d'information des consommateurs. Donc, on va pas faire un programme pour dire on interdit l'élevage partout dans le monde. Stop. Moi, je mange pas de viande. 1, par sensiblerie. 2, parce que j'aime pas ça. Depuis toute petite, il faut me forcer. Dès qu'il y a une tache de sang dans mon assiette, je ne veux plus manger. Je trouve ça horrible. Et quand je suis devenue étudiante, j'ai arrêté complètement d'en acheter, mais je continuais à... Oui, quand votre grand-mère, elle fait le roast beef le week-end, vous le mangez, quoi. Enfin, c'était plutôt par convenance sociale. Et puis, je suis allée à la COP 15 à Copenhague en 2009. Et là, donc c'était la conférence climat, j'étais toute nouvelle adhérente chez les Verts, et là j'ai compris qu'en plus c'était pas bon du tout pour l'environnement, pour le nombre de litres d'eau pour un steak, et le soja et la déforestation en Amazonie. Je me suis dit, en fait, je suis en train de me forcer à faire un truc pour convenance sociale, alors qu'en plus j'aime pas ça, donc on arrête. Et ça ne manque pas du tout. On n'interdit pas donc l'élevage pour ceux qui sauront le faire. On le fait bien. Mais on met des normes protectrices des paysans et des animaux. 2 questions très rapidement parce que... Vous savez, les éleveurs, ils aiment leurs animaux par ailleurs. Il n'y a pas de par ailleurs, j'en suis absolument convaincu. Je ne partais pas avec cette présupposition ou a priori que les éleveurs détestaient leurs animaux, bien au contraire. Vous parliez de cette viande qui est... augmentée avec toutes sortes de recettes parfois inquiétantes ou qui est malsaine justement parce qu'on y injecte... C'est une des raisons pour lesquelles les agriculteurs français se sont opposés à l'entente de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Les agriculteurs se sont surtout opposés pour des raisons de revenus aussi et de concurrence. Oui, mais disant que la viande canadienne, par exemple, pourrait envahir le marché et ne pas être de qualité idéale. Est-ce qu'on doit repenser aujourd'hui, parce que le Sénat s'est prononcé contre en France, le CETA, est-ce qu'on doit reconsidérer tout ça à l'aune de ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire cette possibilité que le Canada et l'Europe deviennent de nouveaux partenaires et donc peut-être que le libre-échange est la première des façons d'établir cette nouvelle entente? Je pense que le capitalisme nous sauvera tous. Non, mais on est en 2024 et donc du coup, on va peut-être arrêter de faire traverser par des moyens très polluants les océans à des choses qu'on peut produire chez nous. Donc, l'idée d'une entente de libre-échange entre l'Europe et le Canada, c'est comme l'histoire de la contre. Nouvelle-Zélande. En fait, on a des agneaux en France. Pourquoi on va manger des agneaux de Nouvelle-Zélande qui sont dans des cargos frigorifiques? C'est un terme... Enfin, quand je disais on va dans le mur et les gens ils pédalent dans la semoule, on est en train de se dire il y a un risque climatique. Moi, je dis pas on arrête tous de vivre et de respirer. Je dis, est-ce qu'on peut arrêter la pub pour les SUV? Est-ce qu'on peut arrêter... Mais des trucs qui sont dingues. Quand vous savez que vous allez dans le mur, comme tous les scientifiques le disent, et on fait venir des agneaux qu'on produit en France, maintenant on met dans des cargos frigorifiques, ça pollue tellement, faut arrêter. Des carbos frigorifiques, je vous rappelle, vous pourrez la garder pour la prochaine fois. Mais... Les haricots verts du Kenya, tout ça, stop en fait. Mais donc, les kilométrages alimentaires, c'est non. Donc non. Si vous faites un truc genre le sirop d'érable, je veux bien. Le reste, on le fait nous-mêmes, et puis vous aussi. Voilà. Donc, non au libre-échange entre l'Europe et le Canada. Vous pensez que c'est une mauvaise idée parce que c'est... Il faut produire local. Il faut produire et consommer local. Il faut des circuits courts, c'est pas évident. Et la dernière question, parce qu'il y a une horizon... Ça fait 3 fois que c'est la dernière question. Non, je vous dis, il y en a 2. Je vous dis, il y en a 2 tout à l'heure. Il y a une écho en cours, mais je suis pressée d'avoir la question. C'est la question, évidemment, de l'horizon 2027. Est-ce qu'il est encore possible de cohabiter avec les insoumis? Je vous ai entendu, je me rappelle, c'était en décembre, parlant des oukases de Mélenchon, mais je m'en fous. Et je me suis dit, est-ce que c'est la fin de quelque chose ou, tactiquement, ce qui n'est pas la pire des raisons, ce ne serait pas la pire des circonstances, il sera toujours essentiel de faire un front commun, y compris avec les insoumis, qui en tout peut-être ne vous ressemblent pas.
Écoutez, la question est simple, c'est qu'en 2027, on va avoir le choix entre la droite et l'extrême droite, si on ne s'organise pas. Donc moi, je souhaite qu'on s'organise, qu'on ne fasse pas exactement tout pareil que le NFP cet été, qu'on fasse mieux, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, il y a les socialistes qui sont partis par là, les insoumis qui sont partis par là. Et franchement, en tant qu'écologiste et citoyenne et électrice, je suis désespérée de ça. Je pense que pour battre l'extrême droite, on a une chose très très simple à faire. Il faut être meilleur. Je ne pense pas qu'actuellement nous le soyons. Et donc j'ai plutôt envie de sonner le tocsin pour que tout le monde revienne un peu à la raison. Parce que c'est pas un jeu en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, on a des personnes pour qui on se bat, les 3,3 millions de binationaux, les personnes racisées, les femmes, 50% de la population, les personnes LGBT, les défenseurs du vivant, les défenseurs des droits de l'homme, les associations, les fonctionnaires, pour qui l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen serait terrible. Et même toutes celles et ceux qui pensent que leur vie s'améliorerait, sauf qu'en fait, elle est au service des très puissants, de la grande bourgeoisie, des milieux économiques, et donc tout ce qu'elle leur promet, elle ne le fera pas. Donc, il y a une vraie urgence. Et je ne veux pas vous refaire la fable de la grenouille, mais c'est un peu ça qui est en train de se passer cet été. Vous voyez, il y a eu dissolution, paf, eau bouillante, hop, tout d'un coup, sursaut, réflexe, tac, 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 instinct de survie. J'ai l'impression que là, le temps est à la fois trop court, parce que moi, je trouve que les journées s'enchaînent et qu'on se rapproche de 2027 à toute allure, dans un monde qui va très vite. Mais en même temps, comme ça, un peu loin, tout le monde se dit on a un peu le temps, on peut faire un peu par là, on peut faire un peu ça. Les gens se dispersent, ils sont dans une sorte de déperdition énergétique. Moi, en tant qu'écologiste, je leur dis on a besoin de la biodiversité, je remets ma veste verte, on a besoin de la biodiversité, donc d'un écosystème riche, avec tout le monde dedans, qui produit, qui travaille, qui construit, qui s'organise, comme le font les fachos en France et à l'international. C'est ça qu'on doit faire. Les fachos. Et on a le droit aussi, oui, les fachos, et on doit aussi faire de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire arrêter de se perdre dans les trucs, d'être nombriliste dans nos partis, dans notre camp politique, on n'a plus le temps. Voilà, donc sursaut. Au nom de ce risque facho, vous pourrez continuer... C'est plus qu'un risque, là, c'est une réalité quand même. Ils ne sont pas au pouvoir pour l'instant, ceux que vous désignez. Il y a une petite amicale fasciste qui est en train de s'organiser au niveau international, ça ne vous aura pas échappé. Et pas que politique, ils ont acheté des médias, ils ont acheté des réseaux sociaux... Ça s'organise sévère, donc, avec beaucoup d'argent. Au nom de cette résistance, il est tout à fait concevable. J'appelle tout le monde à être meilleur, et je vais vous dire... et vous pensez que Jean-Luc Mélenchon vous écoute? C'est pas lui le chef de la France Insoumise. Lui, c'est encore un autre problème. Mais en fait, les gens, moi, je parle aux électeurs. Tout ne relève pas que des appareils politiques, et heureusement. Je parle des électeurs. J'étais encore cet après-midi dans beaucoup de rendez-vous avec la société civile, qui, elle aussi, est très vigilante, s'organise. Il y a, rassurez-vous, dans ce pays, beaucoup de gens qui sont prêts à se mobiliser. Je suis rassuré. Marine Tondelier, je suis aussi, merci beaucoup. Je suis très content d'avoir eu ce premier entretien. J'ai l'impression... Tu en appelleras d'autres si vous dites premier. Oui, parce que je le souhaite. Il y a tellement de choses. J'ai fait la moitié de ma petite fiche avec mes quelques notes que j'avais préparées en bon étudiant, bon élève que je suis. Il y aura une autre occasion, j'espère. Il y a même du stabilo. Pour les gens qui ne voient pas, c'est vraiment très préparé. Ça a été stabiloté. Du travail de professionnel. Merci. Donc, vous accepterez une prochaine invitation. Avec plaisir. Avec plaisir, peut-être en 2027. Un débat avec Alexandre Jardin sur les ZFE. Ça me fera plaisir de l'organiser. J'arrive. J'espère que ça vous a plu à la maison. Encore une fois, si on avait eu plus de temps, on aurait pu... mais c'est ce que nous avions. Merci à vous, c'est très apprécié. Jeanne Croteau à la réalisation, Philippe Lorange à la recherche, Stéphane Bureau au microphone. À très bientôt, Marine Tondelier.